Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Bibliogrill consacré aux ressources numériques d'auto-formation gratuites et payantes. Pour en discuter aujourd'hui, j'accueille deux collègues de la Bibliothèque publique d'information, Bernadette Vincent et Élise Agouane, qui travaillent toutes les deux au service auto-formation de la BPI. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le service auto-formation de la BPI ? Tout à fait. Donc, le service auto-formation, l'espace auto-formation, c'est un espace historique et tout à fait emblématique de la BPI, puisqu'à son ouverture en 1977, c'était la seule bibliothèque publique qui proposait des contenus multimédia, donc notamment le cinéma documentaire pour lequel elle est célèbre, mais également des contenus d'apprentissage, et notamment en langue, donc avec des méthodes qui étaient à l'époque accompagnées de disques vinyles, puis de cassettes audio, puis de cassettes vidéo et de CD-ROM. Et donc, c'est un espace qui a connu des grandes mutations ces dernières années, puisque comme toutes les bibliothèques au tournant des années 2000, nous avons connu la révolution d'Internet, qui a fait qu'on a abandonné au fur et à mesure tous ces supports physiques pour aujourd'hui se concentrer sur les ressources électroniques. Cette mutation technologique a aussi entraîné une mutation des usages, puisque à l'époque, notamment des CD-ROM, la consultation impliquait en fait des ressources, des ordinateurs, des ressources très, très coûteuses. Et au fur et à mesure que la population française s'est équipée en informatique, l'espace a été de moins en moins fréquenté par le grand public. Et aujourd'hui, il est fréquenté beaucoup par des publics précaires qui ne sont pas ou peu équipés à domicile, et notamment par des publics allophones. Et c'est pour ces publics allophones notamment que notre politique a beaucoup changé ces dernières années, c'est-à-dire autour de la mise en place de nombreuses médiations autour de l'apprentissage des langues et notamment du français, avec la mise en place des ateliers de conversation qui a commencé en 2010. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous donner les grands axes de votre politique documentaire en matière de ressources d'auto-formation, notamment en langue ? Oui, donc dès les années 70, la bibliothèque a voulu fournir un maximum de ressources multimédia, être un peu à l'avant-garde dans l'accès aux multimédia. L'idée en termes de politique documentaire était de, en fait, dans la suite de la politique documentaire papier de la BPI, c'est-à-dire fournir une offre encyclopédique à partir du niveau bac, on va dire. Et puis par la suite, parallèlement à ça, en créant le réseau Carrel, la BPI s'est aussi positionnée comme tête de proue en matière d'usage et de dialogue avec les éditeurs pour la promotion des bonnes pratiques en matière de ressources électroniques. La BPI s'est longtemps positionnée comme bibliothèque testeuse, notamment dans les ressources d'auto-formation, c'est-à-dire prendre le choix de s'abonner dès qu'une ressource sortait et travailler de concert avec l'éditeur pour faire évoluer son offre. Je pense par exemple à la ressource Skileos, pour laquelle nous avons été un des premiers abonnés. Et il s'agissait d'une politique volontariste, c'est-à-dire d'offres plus que de demandes, c'est-à-dire offrir un maximum de ressources sans trop sans trop s'apesantir sur l'usage réel. Et se positionner aussi comme tête de réseau avec l'expérience auto-formation hors les murs. Entre 2016 et 2020, la BPI a payé en fait des connexions pour des bibliothèques de petites collectivités pour les accompagner en fait dans l'usage. Et on va dire qu'autour de 2020, on a eu un tournant en fait dans notre politique documentaire du fait de l'augmentation des coûts des ressources électroniques dans un contexte de baisse des budgets d'acquisition, ce qui fait qu'on a dû changer en fait notre fusil d'épaule, de passer d'une politique de l'offre à une politique de l'usage, offrir moins de ressources
mieux valoriser, mieux éditorialiser et aussi être plus attentif aux statistiques de consultation qui sont par ailleurs excellentes puisque les ressources d'auto-formation avec la presse sont de très loin les ressources électroniques les plus utilisées de la BPI, beaucoup plus que les ressources académiques. Et voilà. Et donc, tu parlais des usages. Quels sont les usages de l'espace auto-formation à la BPI et comment est-ce qu'ils ont évolué ces dernières années? Alors, ces 2 dernières années, en auto-formation, nos bases de données, elles ont connu une baisse dans leur quantité par rapport aux années précédentes, soit parce que la ressource, elle était trop chère et qu'il n'y avait pas assez de fréquentation, donc on était obligé d'arrêter le marché, ou soit tout simplement parce que la ressource, elle était disponible dans d'autres bases de données comme Tout Apprendre. C'était le cas, par exemple, pour Maxicours, qui est devenu aujourd'hui même Maxicours, et pour Orthodidacte. Donc, ces 2 ressources, l'année dernière, elles étaient encore à part entière comprises dans nos bases de données. Aujourd'hui, elles ont migré vers Tout Apprendre. Ça fait qu'aujourd'hui, on a peut-être 5 ressources en moins, mais ça ne veut pas forcément dire que notre offre, elle a diminué, parce qu'il y a 2 grosses bases de données qui sont Skilléo et Tout Apprendre, qui à elles seules concentrent 90% de des consultations. Donc ce succès, il s'explique déjà par le fait qu'elles sont multithématiques, c'est-à-dire qu'elles ont énormément de contenu, que ce soit en langue, en informatique, pour les compétences d'entreprise, tout ce qui est code de la route, tout ça. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'elles sont disponibles à distance. Donc l'accès distance, c'est un atout, un gros atout pour une ressource numérique, surtout avec le contexte de la fermeture du Centre Pompidou en 2025. Donc ça veut dire que la BPI sera aussi obligée de déménager et de fermer temporairement pendant une période de 6 mois. À partir de ce moment-là, l'accès distant va devenir incontournable. Sinon, on a d'ailleurs aussi un nouveau projet qui va se lancer en mai 2024, qui est le projet de l'accès distant unifié à la BPI. Donc, l'usager, il n'aura plus besoin de se créer un compte pour chacune de nos ressources. Donc, c'est-à-dire qu'il a là l'obligation de créer un compte pour Skillos et un compte pour Tout Apprendre, alors qu'à partir de cet accès distant unifié, il aura accès à toutes les ressources en même temps. Pour venir sur les sites gratuits qui sont le sujet du bibliogril d'aujourd'hui, en fait, je sais qu'il y avait aussi un travail qui avait été fait pendant la période Covid où la bibliothèque était fermée et qu'il fallait proposer autre chose au public. Donc, il y avait un travail de sélection de sites qui a été fait et de catalogage. Aujourd'hui, c'est différent parce que ces sites gratuits permettent de répondre à une problématique des besoins qui ne sont pas couverts par l'édition commerciale. C'est notamment les besoins du public allophone. Donc, pour prendre l'exemple du FLE, un public allophone, le mieux pour eux, c'est de proposer un site où la langue de l'interface peut être facilement choisie par rapport à la langue maternelle de l'usager. Et ça, on ne le propose pas forcément dans nos bases de données. Donc, on a quand même des bases de données qui permettent de débuter en français avec des exercices d'alphabétisation, de vocabulaire, etc. Et en général, ces interfaces, elles ne sont qu'en français. Et pour une personne qui vient d'arriver en France, qui ne connaît pas un mot de la langue ou qui a un vocabulaire très limité, c'est super compliqué de naviguer sur ce genre d'interface, de savoir où cliquer, par où commencer et d'arriver enfin à la méthode voulue. C'est pour ça qu'on est amené à proposer autre chose, notamment des sites gratuits qui permettent d'apprendre le français à partir de sa langue maternelle. Mais pour rebondir sur ce que dit Elisa, c'est-à-dire que nous, notre public, notamment le public allophone en situation de précarité, par rapport à l'ensemble des lecteurs de la BPI qui sont donc à 2/3 des étudiants, nous, on a un public qui est plutôt moins alphabétisé, qui a un niveau, on va dire, et donc qui est beaucoup moins à l'aise. Et c'est pour ça que l'offre payante n'est pas toujours adaptée. Alors, avant de revenir plus spécifiquement sur les ressources gratuites d'auto-formation,
Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous valorisez ces ressources d'apprentissage du français, puisqu'on voit l'importance de l'accès à ces ressources et de leur accompagnement? En termes de valorisation, on va proposer au public des permanences de valorisation pour découvrir nos collections. Donc là, en ce moment, on a une valorisation qui est intitulée Apprendre le français à partir de sa langue maternelle. On va présenter les collections papier, les ressources numériques, et s'il n'y a vraiment pas la langue de l'usager, on ne va pas hésiter à présenter un site gratuit. On met aussi à disposition du public au bureau d'accueil d'auto-formation des fiches qui recensent toutes nos ressources numériques payantes et gratuites. Par exemple, pour le premier pas, on va proposer une sélection de collections papier, sites payants et aussi de sites gratuits. Sinon, on a aussi des articles qui ont été rédigés par des collègues du service ou alors des collègues répondants Euréquois, parce que quand ils reçoivent une question par rapport aux langues, on est souvent sollicité et ensuite, il y a des articles qui sont rédigés à partir de ça. Sinon, le site de la BPI propose aussi des sélections de langues pour apprendre de sites pour apprendre le français, pardon. Et voilà. Et notamment, je rebondis sur Euréquois au moment en fait de la crise, de début de la guerre en Ukraine, avec le phénomène que beaucoup de Français en fait ont accueilli des Ukrainiens chez eux, notamment dans des zones rurales où les BDP n'avaient pas forcément des abonnements. Et on a eu beaucoup de questions sur l'apprentissage de l'ukrainien pour les Français et l'apprentissage du français pour les Ukrainiens. Et il y a des ressources payantes, comme Tout apprendre, Skillos, je crois Skillos, qui se sont tout de suite mis à jour en proposant un module d'apprentissage du français pour les Ukrainiens, mais l'inverse n'était pas vrai et on était complètement dans l'incapacité de proposer, de signaler des documents de maisons d'édition, des documents d'offres commerciales pour l'apprentissage de l'ukrainien. Donc on a dû se reporter sur des documents gratuits. Et donc justement, ce gratuit, comment est-ce qu'on peut le définir ? Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que là, dans notre propos, on parle vraiment d'une offre gratuite native et pas de modèles économiques de type freemium, qui sont semi-payants. Donc, nous, en fait, on va s'intéresser à un contenu formatif sur Internet à partir du moment où il est produit par un producteur fiable, si possible institutionnel, et quand la forme du contenu est agréable et structurée pour le lecteur. C'est-à-dire qu'on a les mêmes exigences, notamment en matière de fiabilité de la source, que pour toute recherche sur Internet. Et donc, par ailleurs, la ressource va être particulièrement intéressante, c'est ce que j'expliquais avant, quand elle offre un contenu qui n'est pas accessible dans une offre commerciale. Par exemple, il y a un contenu, une base de données qu'on utilise énormément, qui est publiée par une grande maison d'édition allemande, Goethe Verlag, en fait, qui est un lexique en 50 langues et qui permet de traduire des mots du vocabulaire quotidien depuis 50 langues vers 50 langues. Par exemple, je ne sais pas, j'invente pashto finlandais avec 50 langues d'interface. Donc, c'est une ressource qui est extrêmement utilisée par nous, notamment quand on a des grands arrivants, des grands primo-arrivants, pour qu'ils apprennent, par exemple, en provenance d'Afghanistan, puisque c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais il y a une quinzaine d'années, c'était la majorité des allophones venaient d'Afghanistan. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'Afrique subsaharienne, mais c'était extrêmement important de proposer des contenus en pashto. Donc on voit effectivement la complémentarité qui peut exister entre ressources gratuites et ressources payantes, l'attention aussi qu'on porte, comme tu l'as dit, au modèle économique et au fait que quand c'est gratuit, en général, c'est que c'est l'utilisateur le produit, donc d'être aussi vigilant à ce qui est fait après des données utilisateurs et de leur éventuelle monétisation. Comment est-ce que vous choisissez de manière très concrète les sites gratuits d'auto-formation et comment vous les intégrez plus globalement à votre offre ? Un site gratuit, il va être choisi parce qu'il est intuitif pour l'utilisateur, parce qu'il y a du son, des vidéos, de l'interaction, et il faut qu'il soit accessible pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de clics à faire avant d'arriver à une méthode.
Après, c'est pas toujours évident de proposer ce type de contenu dans notre offre documentaire parce qu'en tant que chargé de collection, il y a le travail de veille qui est vraiment différent par rapport à celui de l'acquisition des collections papier. Donc, avec les collections papier, on sait qu'on a des références comme Livre Hebdo, des librairies spécialisées en apprentissage des langues étrangères. Et alors que pour un site gratuit, c'est plus compliqué, on est obligé d'évaluer la qualité du site, ce qui est difficile pour une langue qu'on ne maîtrise pas forcément, notamment lorsqu'il s'agit d'une langue de pays en développement. Donc, on a peu d'institutions productrices de contenu. Donc, par exemple, pour mon cas, j'ai du mal à trouver un site gratuit spécialisé pour l'apprentissage du vietnamien. Et le fait que le vietnamien qu'il y ait le vietnamien du Nord et le vietnamien du Sud, ça rajoute une difficulté dans cette recherche. Il y a aussi d'autres facteurs à ne pas négliger qui sont la volatilité des liens. Donc, on sait qu'il y a un lien qui peut fonctionner aujourd'hui, mais qui ne fonctionnera pas forcément demain ou le mois prochain. On n'a aucune visibilité là-dessus et on ne peut pas garantir à l'utilisateur la pérennité du lien. Donc, ça veut aussi dire derrière qu'on est obligé de remettre à jour tous les supports de communication par rapport à ces sites. Et parallèlement, on n'est jamais sûr du contenu. On ne sait pas s'il est évolutif ou figé. Dans 2 ans, peut-être qu'il sera obsolète et plus d'actualité. Et là encore, on est obligé de remettre à jour notre offre. Ce qui fait finalement que les contenus ils sont difficiles à intégrer et à décrire dans notre catalogue. Donc, on peut douter de l'efficacité du signalement. Donc on voit effectivement tout le travail que vous faites de veille, de suivi, d'actualisation autour des ressources numériques. Au regard de votre expérience sur ces sites gratuits, quels sont les avantages et les inconvénients que vous en tirez ? Alors, les inconvénients, Elisa les a déjà listés en termes de signalement, de volatilité et de compétences métiers. Et voilà, en fait, c'est surtout là-dessus qu'on a une réflexion. C'est que, en fait, les bibliothèques en général ont du mal à avoir une réflexion globale sur la place du gratuit. Là, on a parlé des offres formatives, mais en fait, ça s'applique à toutes sortes de contenus, les contenus académiques, bien sûr, les contenus créatifs. On voit qu'encore aujourd'hui, alors que la plupart des gens écoutent de la musique gratuitement sur Internet, c'est toujours quelque chose qu'on a énormément de mal à intégrer dans nos catalogues, dans nos médiations. Même chose pour l'audiovisuel, avec ces dernières années, l'émergence par exemple des sites de replay gratuits de chaînes. D'ailleurs, à ce propos, c'est intéressant parce que donc, la BPI, pendant des années, avait proposé une offre de télévision du monde. Donc, auquel on était abonné. Au fur et à mesure, cette offre existait de moins en moins de façon payante. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un public fragile, peu à l'aise avec l'informatique, puisque les principaux clients de la télévision en France sont des personnes âgées et donc peu à l'aise avec l'informatique. Et on a choisi de recréer un kiosque télé en ligne, donc, où on a signalé et éditorialisé une vingtaine de chaînes d'information en continu, avec un accès très simple en un clic. Et en fait, on a un public pour cette offre gratuite, on a un public très présent de personnes qui ne sauraient pas faire ce chemin vers une chaîne de télé gratuite chez eux. Voilà, et donc en termes de métier, c'est vrai qu'on est encore trop souvent dans une logique de valoriser en priorité les contenus payants parce qu'on est dans un continuum de représentation du numérique avec la collection papier, c'est-à-dire un ensemble fini dont on maîtrise complètement la chaîne de production de l'acquisition jusqu'à la consultation en passant par le signalement.
Par ailleurs, sur la valorisation du gratuit, il y a une problématique de développement des publics, puisque à la BPI notamment, la collection papier est accessible uniquement sur place. Et longtemps, en fait, on a eu une image que si on proposait des choses à distance, le public ne viendrait plus sur place. Or, les chiffres de fréquentation, en fait, sont fondamentaux, notamment pour les tutelles, pour le ministère, et ça impacte les budgets, le nombre d'agents qui va être alloué à une institution, etc. Donc voilà, en fait, on est toujours pris entre cette idée dans notre métier d'être un peu le gardien, le berger de la collection, alors qu'il faut aussi accepter d'être le médiateur de contenu qu'on ne maîtrise pas. Merci à toutes les deux. Je vous propose là de prendre quelques questions. Une première question, dans un contexte donc, de restrictions budgétaires comme le connaissent la plupart des médiathèques, pourquoi ne pas faire après tout le choix du tout gratuit et ne proposer que des ressources gratuites, entre autres donc d'auto-formation ou d'apprentissage des langues? Je pense que les ressources numériques payantes, elles donnent quand même un certain confort à l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il peut se créer un compte et donc suivre sa progression tout au long de son apprentissage. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, comme tu le disais tout à l'heure, les sites gratuits, le produit, c'est l'utilisateur. Et donc, il y a un risque c'est moins protégé par rapport aux données personnelles. De données personnelles, et tout à fait. Et puis, c'est vrai que la diversité documentaire, au même titre que nos ressources papier, elles sont importantes pour les ressources numériques, et c'est effectivement important de valoriser une diversité d'éditeurs, de fournisseurs, de formats et d'accès. Et on a aussi un public qui peut être rattaché à une maison d'édition. Par exemple, je pense à Assimil, qui propose donc une méthode pour 12 langues en ligne. Et voilà, je pense que le public est en attente, qu'une grande bibliothèque fournisse ce genre d'offres. Alors, on a une autre question qui nous est posée. Est-ce que les usagers ont vraiment besoin de notre truchement pour avoir accès à ces ressources gratuites? Quelle est la valeur ajoutée? Alors, c'est exactement ce que j'expliquais avec l'exemple des chaînes de télé. Donc, nous, notre valeur, déjà, c'est de vérifier la fiabilité de la source. Et en fait, parmi une offre pléthorique, de sélectionner la ressource qui va être la plus pertinente. Et ensuite, pour des usagers fragiles, précaires, qui sont en fait la majorité de nos usagers à l'auto-formation, notamment des usagers allophones, et ben en fait c'est de servir de médiateur, de fournir un accès direct, simple, sans 17 000 clics, sans tout ce qu'on sait qui peut faire barrière à l'usage. Voilà. Et puis il y a aussi, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, cette valeur de sélection et de signalement par les bibliothécaires. Une autre question, est-ce que vous mutualisez vos sélections avec celles de d'autres bibliothèques et inversement? Et est-ce que vous avez des liens de collaboration avec d'autres bibliothèques sur l'entretien des liens, donc, comme on le disait, pour faire face à la volatilité aussi de ces ressources, et donc la vérification, l'entretien, l'ajout de nouvelles ressources gratuites? Donc oui, tout à fait. Suite à l'expérience BPI hors les murs en 2020, dont on s'est rendu compte qu'elle ne correspondait pas vraiment, auto-formation hors les murs, c'est-à-dire fournir des accès à des bases de données payantes à des petites collectivités. On s'est rendu compte que ça ne correspondait pas vraiment aux besoins. On a mis en place via la plateforme Pearltree, l'outil Pearltree, un outil collaboratif de signalement effectivement de ressources électroniques. Et ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup engagé dans des médiations et qui nous prennent beaucoup de temps. Et la fermeture de la BPI, fermeture totale de 6 mois l'an prochain, va être l'occasion de réactiver ce signalement et de façon collaborative, bien sûr. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment de la part
des gens qui nous regardent. Donc, je vous propose peut-être qu'on s'arrête ici. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à ce Bibliogrill. On vous dit à très bientôt, le 4 avril, pour un prochain Bibliogrill. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.